Qui sont mes grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-ils traversées? Comment ont-ils transmis? À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors je retourne la question et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent, ce qu'ils ont accompli, comment ils ont vécu. Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver les traces de mes propres grands-parents. Nous arrivons à la fin de la saison 2 de Passé Recomposé. Ces épisodes sont un peu particuliers parce que j'ai fait directement appel à des membres de ma famille pour raconter leurs grands-parents. À la différence des épisodes que je fais avec des anonymes, en choisissant des histoires particulières à raconter en relation avec un thème que j'ai envie d'aborder, ici, c'est surtout un épisode qui nous plonge dans une autre époque, dans une autre ambiance. Dans cet épisode, c'est Pierre, mon oncle, qui va parler de ses grands-parents, donc mes arrière-grands-parents, au Liban et en Syrie. Mon grand-père maternel s'appelait Skandal. Mon grand-père est décédé en 1977, durant la guerre du Liban. J'ignore il avait quel âge, mais en tout cas, il avait plus de 70 ans, bien plus que 70 ans. Donc, il est né au début du siècle dernier, on va dire. Selon ce que j'avais appris, il était commerçant. Il achetait les produits agricoles des paysans qu'il revendait aux vendeurs détaillants. Donc, lui, il était l'intermédiaire entre les paysans et les détaillants. Des olives, de l'huile d'olive, de plusieurs sortes. Surtout, je me souviens de ce qui est olive. Parce que je suppose que la région, il y en a beaucoup. Donc, c'était le produit qu'il négociait le plus. Quand je l'ai connu, il avait plus de 70 ans. Peut-être qu'il négociait encore de temps à autre. Voilà, comme on dit ici, pour arrondir ses fins du mois, mais sans plus. Son activité n'était plus aussi vivace qu'auparavant. Il était petit, pas très grand de taille, peut-être 1m65, 1m63, quelque chose comme ça. Brun, un front dégarni. Bon, comme beaucoup de gens, il était toujours habillé en noir, comme beaucoup de gens âgés, et j'imagine au Moyen-Orient aussi. La maison de mon grand-père, c'est une maison dans la ville d'Alep. C'est comme les maisons individuelles, tu vois, comme les pavillons. C'était une maison qui devait, si ma mémoire est bonne, devait faire peut-être, je sais pas, 140, 130 mètres carrés, quelque chose comme ça, quoi. La première, je crois qu'elle avait une cour. Il y avait une cour, il y avait même je sais pas si m'en imaginait, mais je crois que c'était le salon en bas, puis au-dessus, il y avait les chambres auxquelles on montait par un escalier. Et en bas, pour sortir du salon, c'était couvert. En fait, je crois que les chambres avancées étaient plus avancées que le salon. Donc, il y avait des poteaux pour soutenir le sol des chambres. Là, maintenant, ça me revient, cette maison-là. Oui, effectivement, il y avait une cour. La première avait une cour. Maintenant, ça remonte en 77, donc ça fait 45 ans que je l'ai pas vue. Voilà, puis qu'on était des gamins. Donc, on n'attachait pas trop d'importance à ces détails-là. Je crois qu'ils avaient un bon niveau de vie, mais sans être la grande bourgeoisie. Ils vivaient bien, peut-être la petite bourgeoisie, je dirais. Preuve en est peut-être sa maison à Alep, qui est quand même une belle maison au centre-ville. Et il voyageait souvent. Quand il s'est fait opérer il a eu le cancer de l'œsophage, il est quand même venu au Liban pour se faire opérer, à Hôtel-Dieu. Je crois que quelqu'un qui n'aurait pas eu les moyens, il serait pas venu jusqu'au Liban pour se faire opérer à l'Hôtel-Dieu de France. Quand on l'a connu, il était déjà assez âgé, donc il voyageait plus beaucoup, mais peut-être une ou deux fois dans l'année, quoi, parce qu'Alep est trop loin de Liban, de Beyrouth, où nous étions. Des fois, c'est lui qui venait, des fois, c'est nous qui y allions. Voilà, mais c'était rare, quoi. C'était peut-être une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, mais il nous aimait beaucoup. On n'a pas eu le temps de profiter de lui pour bien apprécier sa chaleur qu'il nous offrait, entre guillemets,
Parce que ça, ces choses-là, on les retient une fois qu'on est au moins adolescent pour comprendre cette chaleur-là. Nous, on était gamins, donc c'était grand-père, on montait sur ses genoux, etc. Il nous aimait beaucoup, il nous cajolait, mais voilà, je l'aimais beaucoup, étant donné qu'Alep était loin et que c'était plus facile pour nous d'aller à Homs, chez ma tante Joséphine, qui était à 2 heures de route de Beyrouth, pratiquement 2-3 heures. Puis surtout que ma mère, ayant grandi chez Joséphine, c'était sa sœur aînée et sa mère pratiquement. Elle l'a maternée. C'était une très gentille femme. Elle était brave en affaires parce qu'elle était mariée aussi à mon oncle. On l'appelait mon oncle, mon bel oncle, entre guillemets, Mounir. Ça veut dire celui qui éclaire autour de lui. Ils étaient négociants en soie. Les vieux jours de mon oncle Mounir étaient durs pour lui, il a été aussi malade. Et c'est elle qui a dirigé l'affaire pendant des années et des années. Elle nous aimait beaucoup. Quand on allait chez elle, c'était la fête dans la maison parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Ma mère était comme si c'était sa fille. Et nous, on était comme ses enfants, je dirais même pas petits-enfants, comme ses enfants. C'était une belle maison quand même, mais c'était une vie simple, un accueil chaleureux, tout ce qu'il y a de plus chaleureux, avec des tables généreuses. Tous les ans, on passait chez elle, l'été quand même, si ma mémoire est bonne, au moins un mois. Ma tante à Homs, ses voisins, « Alors, Madame Joséphine, les Libanais sont chez vous là? Ils sont arrivés? Oui, ça y est, ils sont là. » C'était, voilà, l'après-midi, on avait toujours des glaces. Il y avait les vendeurs de glaces. Puis le soir, en début de soirée, elle nous emmenait à un grand jardin. C'était un très grand jardin où on allait dîner, des hummus et tout ça, dans le restaurant du jardin. Voilà, c'est les bonnes mémoires de mon enfance là-bas, quoi. Ma grand-mère maternelle s'appelait Bahija. Bahija voudrait dire en français, si je ne me trompe pas, heureuse. Ils ont eu 5 enfants. Ma mère à peine l'a connue parce qu'elle est décédée à l'âge... Ma mère avait 2 ans. Ma mère, du coup, elle a grandi plus avec sa grande sœur Joséphine dans la ville de Homs. C'est une famille éparpillée qui s'est éparpillée aussi parce que mon grand-père, Skandar, comme je disais, est resté à Alep jusqu'à son décès. Il s'était remarié avec une femme, si je ne me trompe pas, elle s'appelait Wahiba. Je n'ai pas d'idée sur sa date de naissance. Tout ce que je sais, c'est sa date de décès en 1977. Ma grand-mère Bahija, elle était apprentie chez une couturière. Je ne crois pas qu'elle ait pratiqué la couture, en tout cas pas professionnellement, peut-être pour la maison, pour des amis, peut-être qu'elle l'a fait. Alors comment ils se sont rencontrés, je ne sais pas. Mais bon, quand on est amoureux, je suppose qu'on est l'un ou l'autre, ils sont ravis de se connaître. Je ne sais pas, ou je ne me souviens plus quel âge elle avait. Je ne sais pas si elle était majeure quand il a demandé sa main. Mais plus que ça, je ne me souviens pas franchement j'ai pas d'autres détails. Elle est décédée quelques années après son mariage, en 44, quelque chose comme ça. Ma mère, elle avait 2 ans, et je crois qu'elle avait dans les... c'est pas 35, 36 ans, moins de 40 en tout cas. Donc ma tante Joséphine devait avoir 15 ou 16 ans. Et je crois qu'elle est décédée d'un cancer qui l'a rongée. Selon mes souvenirs, ma mère me disait que bon, elle a longtemps souffert. Et surtout que dans le temps, c'était pas la médecine d'aujourd'hui, donc on essayait des fois les remèdes locaux et non médicaux, entre guillemets. Puis ça l'a achevé. Je suppose qu'il a souffert beaucoup, mais il s'est remarié dans le but d'éduquer ses enfants, parce que lui, il avait toujours son activité professionnelle, et son activité professionnelle nécessitait forcément, pour le négoce, il fallait qu'il aille dans les régions rurales, etc., pour acheter la marchandise, donc il fallait quelqu'un qui s'occupe des enfants. C'était plus un mariage de convenance, aussi bien pour sa future épouse que pour lui. C'était pas un grand amour. Mais voilà, la femme, elle a trouvé un foyer, un mari, etc. Et lui, il a trouvé une femme pour s'occuper de ses enfants. Mais c'était quelqu'un de gentil avec nous. Elle nous accueillait toujours les bras ouverts. Elle nous aimait beaucoup aussi. Wahiba n'a pas eu d'enfant avec Skandar. Et je crois que même c'était la condition. Skandar lui avait fait savoir que moi, j'ai déjà des enfants. Je n'en veux pas d'autres. Elle était d'accord.
Elle avait peut-être la quarantaine et c'est pour ça, je crois aussi que à 40 ans, dans le temps, avec la médecine qu'il y avait, c'était un peu compliqué d'avoir des enfants. Donc c'était pas seulement un accord, mais c'était une situation qui s'est imposée, si tu veux. Dans les années 60, début des années 60, quand il s'est fait OPV de l'œsophage, il avait un trou, donc il le bouchait avec une espèce de bouchon en argent. Quand il devait tousser, il toussait des fois par ce trou-là. Je me souviens quand il nous parlait et qu'il forçait pour qu'on entende, tu vois, il force pour qu'un mini son sorte. Puis on essayait d'éviter de parler avec lui pour pas lui compliquer la tâche et la compliquer pour nous aussi. Je me souviens pas de sa vraie voix, mais je me contentais, moi, de sa chaleur et de son amour pour nous. Et d'ailleurs, il en est mort parce que son cancer a récidivé, il est mort du cancer. Je ne sais plus, la tumeur était dans l'estomac ou dans le cerveau. Ben, s'il n'y avait pas eu la guerre entre la Syrie et le Liban, déjà, on aurait eu plus d'occasions pour aller en Syrie. Donc, peut-être ça aurait changé les données, en sachant nous n'étions pas malheureux quand on allait en Syrie. Nous étions très bien accueillis, aussi bien par mes oncles et mes tantes, que par mon grand-père, que par leurs voisins. Mes oncles et mes tantes et ma tante avaient peut-être la raison de nous aimer. Mais les voisins, voilà, c'était une sorte de bonté. C'était pas, ils n'avaient aucun intérêt là-dedans. Et pourtant, ils nous voyaient comme si nous étions les pupilles de leurs yeux, quoi. Ils descendaient, ils sortaient sur le balcon, ils venaient nous féliciter pour notre arrivée en paix, comme on dit chez nous. Moi, c'est ça là que je retiens de leur accueil, même quand on allait au début. Après, il y a eu la guerre, donc il y a des ressentiments d'un côté comme de l'autre, forcément. Quand on perd quelqu'un, même si cette personne, elle est l'occupante dans le pays de l'autre, elle l'a perdu quand même, et puis elle a du mal à comprendre sa mort. Mais moi, ce que je retiens, c'est la bonté de ce peuple-là. Oui, ça me manque toujours, bien sûr, parce que c'est un pays qui nous a accueillis pendant des années, mon enfance. J'ai d'un côté mon ressentiment envers eux, envers leur politique, mais ça me manque, oui, la bonté de ces gens-là. Ce qui me manque, c'est la relation que nous avions avec eux. Ma grand-mère, paix à son âme, s'appelait Sabelle, donc Isabelle, mais localement on dit Sabelle. Mon grand-père, il s'appelait Béchava. Béchava, en traduisant, c'est l'Annonciation. Alors, ma grand-mère Isabelle devait être née, je crois, aussi au début du siècle dernier. Oui, peut-être qu'elle est née vers 1910, 8, 12, parce que je ne connais pas son âge exact. Et vu qu'il se mariait quand même jeune, je crois qu'il se mariait vers 36, ils sont tous nés à Rachmaïa. Rachmaïa est situé à 32 km de Beyrouth, dans le district d'Alaï, département du Chouf. C'est une belle commune, parce que c'est pas un village, c'est une commune. Je rappelle, il y a 1 ou 2 siècles, on avait notre propre monnaie. Ça veut dire que c'était pas une petite ville. Elle débute à environ 300 mètres d'altitude, qui est tout en bas au niveau de la rivière, le fleuve, comme on dit chez nous, et qui se termine à environ 900 ou 1000 mètres d'altitude. Voilà, c'est une ville où il fait bon vivre, parce que le climat est très recommandé, aussi bien pour les asthmatiques que pour beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas beaucoup de brouillard, le temps est sec, n'est pas humide comme alentour où il y a beaucoup de brouillard. C'est infiniment rare qu'il y ait du brouillard. Riche en culture, riche en eau, puisque son nom Rishmaïa vient du nom Rishmayo, ça veut dire tu peux verser de l'eau autant que tu veux, entre guillemets. On a beaucoup de cascades d'eau, une belle forêt de pinèdes en haut de la commune. Il y a un très bon couvent Saint-Antoine au Mont-Cyr. On a Saint-Jean en plein centre du village. On a Saint-Thècle au bout du village. Aussi au début du village, dans le bas du village, Saint-Élie. On a Saint-Cyr en plein centre du village. Donc il y a 5 églises. J'aime beaucoup ce village. J'y ai grandi. Enfin, j'y ai grandi une bonne partie pendant les vacances, quand on a grandi et que il y avait la guerre, donc on allait plus à Chemaï, on n'allait plus en Syrie, vu que notre enfance on l'a passée en Syrie. Souvent, les dimanches,
On allait aussi, quand on n'allait pas en Séville, on allait chez ma grand-mère, chez Teta Sabel, à Chmaïa, où pareil, où mes oncles nous attendaient, nous accueillaient les bras ouverts, mes oncles et mes tantes. Aucun d'eux n'était marié, donc nous étions les seuls enfants de la famille. Mon grand-père Béchavin était un cuisinier renommé. Donc, il était même souvent appelé à se déplacer pour aller préparer des cuisines pour la bourgeoisie ou ou les nobles. Quand mon père est né, fin 37, il est né à l'hôpital. Ils l'ont porté, nous, en tant que nouveau-né, ils l'ont porté pour le poser sur la poitrine de son père, qui était malade, qui était en phase terminale d'ailleurs. Et selon ce que je sais, c'est qu'une heure après sa naissance, mon grand-père est décédé. Voilà, il était content de l'avoir sur sa poitrine, mais c'était ses derniers soupirs, presque. Vu que même mon père ne l'a pas connu, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, si tu veux, voilà, sur eux. Isabelle, elle se retrouve entre les deux guerres, c'était même proche de la Deuxième Guerre, avec un enfant. Une femme seule, que ce soit en France ou en Occident ou partout, je pense, dans le monde, mais surtout dans ces contrées-là, c'était encore plus compliqué. Une femme se retrouvait seule à élever un enfant, à le nourrir, à l'éduquer, l'habiller. Donc, elle a fait le choix encore de se remarier avec son futur mari, Jiddo Marouf. Paix à son âme, c'était quelqu'un qui nous aimait, qui nous a jamais en fait considérés comme les petits enfants d'un quelqu'un. Voilà, comme c'était il ne considérait pas comme mon père, qu'il n'était pas le géniteur de mon père, si tu veux. Il nous aimait à un point extraordinaire. Marouf, c'est juste de ses grands-pères, papy. Et Marouf, c'est un prénom qui était très courant dans la région. Le Marouf, c'est le bien qu'on fait autour de soi. Nous, on n'a pas connu notre grand-père, déjà que mon père ne l'a pas connu, mais pour moi, c'était lui mon grand-père. C'était lui qui nous portait sur ses genoux, c'était lui qui nous offrait les sucettes quand on était petits, c'était lui qui nous accueillait dans la maison. Oh, mes oncles étaient tous encore célibataires, mais ils nous accueillaient les bras ouverts. C'était pareil, la table riche, mais je dis pas riche côté financier, riche, elle débordait de bons plats qu'on adorait. Mon Jiddo Marouf, il avait une épicerie, un petit supermarché à Chmaïa. Et ma grand-mère, elle s'occupait de l'épicerie, elle lui donnait un coup de main. Mais elle s'occupait aussi des terrains, parce qu'ils ont des terrains qu'ils cultivaient. Ils vendaient les fruits dans le magasin. Ma grand-mère, ou que ce soit Jiddo Marouf, il ouvrait le magasin tôt, parce que faut pas oublier les ouvriers qui vont le matin au chantier. Ils se lèvent tôt, il faut manger et tout. Puis la vie du village, les gens se lèvent tôt généralement. Les gens se lèvent au chant du coq. Donc à 4h30, 5h, les gens sont déjà debout. Il ouvrait le magasin. Ma grand-mère descendait à la terre avant que le soleil ne tape fort. Donc fallait cultiver, hein, ou cueillir, ou couper couper les feuilles mortes, ou prendre soin des arbres. Puis après, vers 8-9 heures, il prenait le petit déjeuner qui se passe le labné ou avec les olives, etc., le petit déjeuner paysan, pour après redescendre. Puis il fallait qu'elle s'occupe de sa maison aussi, de ses enfants. Donc il fallait les élever aussi, ses enfants. Donc elle avait le travail de la terre, le travail de la maison, le coup de main à mon grand-père et l'éducation de ses enfants et tout ça. Elle a eu au total 8 enfants. Sa journée ne se limitait pas à 8 heures et elle faisait pas 35 heures par semaine. Une femme qui travaille dans la terre, forcément, elle est musclée. Le travail de la terre, ne serait-ce que de pousser la brouette quand elle est pleine. Faut la pousser dans la terre, hein, c'est pas sur l'asphalte. Le travail de la terre, creuser la terre, faire les sillons, c'est beaucoup de travail. Puis semer aussi, c'est beaucoup de travail parce que semer, on prend pas, c'est pas comme le blé, hein, c'est semer, faut se pencher et mettre les graines une à une, la couvrir, l'arroser. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Nettoyer le sol, ramasser les pierres de la terre pour que la terre soit bien préparée pour l'agriculture. Parce que sinon, si tu mets les graines et qu'il y a des cailloux, elles pousseront pas. Oui, les cultures en terrasse, pour faire des terrasses, il faut beaucoup de pierres, il faut construire. C'est peut-être pas elle seule, mais peut-être elle ferait pas une montagne, mais c'est sûr qu'elle devait faire de temps à autre, ou tu vois, ou l'arranger, ou
Oui, maintenant, après, ses enfants ont commencé à lui donner un coup de main, mais en même temps, il n'était pas tout le temps avec elle. Et Jed Marouf, il devait être dans son magasin. Teta Isabelle. Donc, ma grand-mère Isabelle, c'était quelqu'un de très généreux avec nous, aussi bien dans notre enfance que quand on a grandi. Elle nous donnait beaucoup de conseils, surtout sur notre comportement dans la vie, sur le travail peut-être, ou tout, tu vois, c'est des conseils sur le sens de la vie. C'était pas des conseils techniques. Sur la terre, comment tu la travailles aussi des fois. Si tu veux travailler la terre, ou la vie est comme ça, où il n'y a rien sans rien. Elle venait jamais les mains vides. Toujours des fruits, toujours des trucs comme ça. Elle venait des fois à pied jusqu'à chez nous. Alors, notre maison de campagne, pendant la guerre, on a pris une maison qui était un peu loin de la maison de ma grand-mère. C'était à l'autre bout du village. Donc, des fois, elle venait à pied en portant les fruits. Je répète que quand on allait chez eux, enfant, c'était la table énorme. Tout ce qu'on aimait, les salades, les taboulés, les pommes de terre, la viande, le poulet rôti, 50 000 sortes à table. Et pourtant, c'était pas une famille bourgeoise, mais ils donnent de bon cœur. En 82, nous avons perdu nos biens, nos maisons. Beaucoup de maisons ont été minées, donc elles ont explosé. Notre propre maison avait été brûlée. Et je sais que certaines avaient été squattées. Puis après, lorsqu'ils ont commencé les pourparlers de retour de paix, là, les maisons ont été explosées ou brûlées ou démolies ou voilà. Il y a des villages où ce fut tellement brutal que les gens sont partis à pied, comme on voit aujourd'hui à la télévision dans certaines contrées. Donc oui, ma grand-mère Isabelle était à Isabelle, mais tous mes oncles, hein, ils ont quitté la maison, on a toute la région. Elle avait, oui, environ ça, oui, 70 ou peut-être un peu plus, ou je sais plus, bref. Et elle a fui sa maison comme beaucoup. Bon, ils ont pris des voitures, le machin, c'était pas la fuite en courant. C'était fuite organisée, entre guillemets, à Beyrouth. Comme la grande majorité. Beyrouth, il y a des gens qui sont partis vers le Matin, mais d'autres qui sont partis vers Jounier. Parce qu'eux, ils avaient déjà une maison à Beyrouth. Nous, on l'appelle la chambre. En fait, c'est pas la chambre, c'est une pièce avec la cuisine, salle de bain, etc. Là, c'était un studio, c'était un pied-à-terre pour eux, pour les enfants. Donc, ils sont venus, puis après, ils ont racheté une à côté, etc. Et maintenant, c'est devenu un F2 ou F3, quelque chose comme ça. Isabelle, je crois qu'elle est morte dans les années 90, quelques années après mon départ du Liban. Avant qu'elle meure, elle est revenue dans la région. Donc elle est morte à Vishmaïa. Peu de temps après le retour, mais elle est décédée à Vishmaïa. Mon grand-père paternel ne m'a pratiquement rien transmis puisque mon père ne l'a pas connu. Il nous a transmis des biens que nous avons encore à Vishmaïa. Il m'a peut-être transmis une chose à travers mon père, c'est qu'il n'y a rien qui vient facilement. Il faut suer pour gagner son mie de pain. Ma grand-mère m'a transmis pareil les mêmes valeurs, le travail de la terre et tout, que tout a besoin de temps pour mûrir comme un fruit. Voilà, qu'il ne faut pas garder rancune. Ça, je crois que c'était parmi les valeurs de ma grand-mère. Marouf, c'était la bonté, qu'on n'est jamais perdant à être bien avec les gens, même si des fois certains l'interprètent comme de la naïveté peut-être, ou peu importe. Même s'il ne me l'a pas dit, mais sa façon de faire, rien que son nom, ça veut dire. Son nom, en fait, c'était le bon nom, le bon prénom de la bonne personne. Il était né pour être Marouf. Moi, j'ai grandi comme ça, avec ma grand-mère, mon grand-père Marouf, mes grands-parents côté maternel aussi, ils nous ont inculqué ces valeurs-là. Peut-être le sens de la simplicité de la vie, ou la vie simple, et qui sont restés pour moi très très essentiels, je dirais même. J'ai gardé des grandes lignes qui sont essentielles, si tu veux, parce que pour moi, les grandes lignes sont plus essentielles que les petits détails. Les détails font le... Enfin, il y a certains détails qui font grande ligne. Les détails de la table, ça c'est un petit détail, la table riche en plat. Mais ça fait partie des grandes lignes de la générosité de ce qu'on m'a donné, du sens de la vie. Ils m'ont transmis leur amour inconditionnel.
Je vais bientôt devenir beau-père, ou j'espère père même, de 2 petites filles nées en Thaïlande. Non, une née à Paris, une née en Thaïlande, mais les 2 sont franco-thaïlandaises parce que j'aime leur mère. Et je voudrais passer mes vieux jours avec elles, les 3. Ces filles-là, je les aime comme si c'était les miennes, comme si j'étais le géniteur. Donc j'essaie de leur inculquer ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a transmis comme valeur, bien qu'il y ait une différence de mentalité, de culture, etc. Elles connaissent un petit peu déjà les histoires de ma famille, un petit peu. Si tu veux, je leur explique encore. Elles ont une idée sur mon vécu, sur ma jeunesse, sur mes combats. Quand elles seront en âge de comprendre, parce que là, étant gamine, bon, c'est le dernier de leurs soucis, entre guillemets. Mais quand elles sont un peu plus grandes, oui, bien sûr, il faut que je leur parle, là, parce que c'est ce que je suis. Donc, elles sauront pourquoi elles m'ont aimé d'une certaine manière. Au Liban, c'est un petit pays. Il ne faut pas oublier, c'est un petit pays où les gens, la grande majorité, l'immense majorité de gens ont connu leurs ancêtres. C'est des petites structures, des petites familles, même les familles nobles. Quand tu vas dans un village, même si c'est une commune ou quoi que ce soit, tu connais l'ancêtre de ce jeune homme que tu connais. Puis il y a les conteurs. Ah bah oui, faut pas oublier ce côté-là, ou peut-être aujourd'hui ça a disparu, ou en tout cas il y en a plus beaucoup, mais il y a cette tradition-là où t'as presque pas besoin de dire, il suffit d'être avec une vieille connaissance, ou vieille personne plutôt, pas vieille connaissance, ou moi par exemple j'ai appris beaucoup sur ma famille de la part des vieux du village. Mais chez nous, c'est des choses que tu hérites, la bouche à l'oreille, comme on dit, voilà, par génération, la tradition orale, voilà. Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser 2 questions rituelles, 2 questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passé recomposé, je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes ? Normalement, je suis proche de la vérité, si ce n'est pas la vérité carrément. Maintenant, il se pouvait que certaines choses qui remontent, comme j'ai dit, la première maison de mon grand-père, moi, selon ma mémoire, elle était comme ça. Mais selon ma mémoire, il se pouvait que je me trompe un peu là-dessus, si tu veux. Je me souviens très bien de cette maison-là. Mais peut-être que ma mémoire voudrait l'embellir. Mais sinon, les autres, non, il n'y a rien de... Je crois avoir dit les choses telles qu'elles sont, quoi. Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose ? Oui, je dirais que la vie est beaucoup plus importante que la mort. Ça changerait le cours de l'histoire de beaucoup de gens. Tant que la personne est vivante, on peut corriger. Que quand quelqu'un est mort, il n'est pas la seule victime. Un grand merci à Pierre pour ce témoignage. Merci à lui d'être remonté dans les souvenirs de famille pour nous apporter les récits de vie de mes arrière-grands-parents. Pour la suite de la saison et pour la clôturer, il y aura un dernier épisode qui est en cours de finalisation et qui prend du temps. J'espère pouvoir vous la proposer d'ici quelques semaines. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passé recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, suivez le podcast sur Instagram et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.